Le colonialisme n'est pas mort, il est extrêmement doué pour se survivre. Il maîtrise l'art de renouveler ses formes. Après les temps brutaux de la politique de domination, on a vu les temps plus hypocrites mais non moins néfastes de la politique dite d'association, de coopération ou d'union. Maintenant, nous assistons à la politique dite d'intégration. Mais peu importe le masque que porte le colonialisme, il reste nocif. La France a souvent utilisé la stratégie du lâcher pour mieux tenir dans ses relations néocoloniales avec certaines de ses anciennes colonies africaines. Cette approche implique de faire des concessions mineures ou apporter des réformes légères dans sa politique envers ces pays afin d'éviter de traiter des questions essentielles et souvent controversées. L'objectif est de préserver les avantages et privilèges que la France tire de ces relations asymétriques. Cette tactique, à la fois efficace et dilatoire, sert également à apaiser les militants souverainistes qui réclament des relations plus équilibrées, respectueuses et dépourvues d'arrogance entre leur pays et l'ancienne puissance coloniale. L'histoire offre de nombreux exemples illustrant cette stratégie du lâcher pour mieux tenir. Mais avant qu'on ne continue, pour les nouveaux sur cette chaîne, on parle de culture africaine, d'actualité et d'histoire. Aussi, notre équipe offre des services d'animation, de modélisation 2D et 3D et de montage vidéo. Au besoin donc, contactez-nous à ce numéro. Des informations plus complémentaires sont en description. On revient au sujet. Avec la constitution de la 4e République promulguée le 27 octobre 1946, l'Union française qui remplaça l'empire colonial peut être considérée comme l'une des premières, sinon la première mise en œuvre de la stratégie du lâcher pour mieux tenir. Face à l'émergence de sentiments indépendantistes parmi les colonisés du retour du front de la Seconde Guerre mondiale, la France a estimé nécessaire d'anticiper d'éventuelles complications dans ses colonies. Cette précaution était d'autant plus importante dans le contexte de fragilité que traversait la France, cherchant à préserver ses colonies pour bénéficier de leurs ressources nécessaires à sa reconstruction notamment. Par conséquent, elle a décidé d'entreprendre des réformes significatives telles que la suppression de l'indigénat et du travail forcé, l'octroi de la citoyenneté française à tous les ressortissants d'outre-mer, ainsi que l'accord d'une plus grande autonomie dans la gestion des affaires locales. De plus, les garanties ont été accordées pour la liberté de la presse, de syndicats, d'associations, de réunions et autres. Dans le contexte de la guerre en Algérie, par exemple, la France, craignant que les mouvements armés ne se propagent dans ses colonies d'Afrique noire par contagion, a pris des mesures préventives. Après avoir accordé l'indépendance au Maroc et à la Tunisie en mars 1956, la France a anticipé les risques en assouplissant son contrôle grâce à l'adoption de la fameuse loi cadre des fers dans la même année. Cette loi a élargi les pouvoirs locaux en instaurant des conseils de gouvernement élus par le suffrage universel. Paris avait rapidement compris qu'il était préférable de relâcher certaines contraintes en accordant des libertés limitées pour maintenir le contrôle sur ses colonies plutôt que de faire face à de multiples soulèvements populaires susceptibles de déstabiliser la situation. Ces aspirations à l'autonomie étaient de plus en plus prononcées après la Seconde Guerre mondiale et suite à l'indépendance de plusieurs autres pays africains. Après son retour au pouvoir par coup d'État en 1958, le général de Gaulle a créé la communauté franco-africaine, suivant ainsi les réformes de la fameuse loi cadre des fers. Bien que davantage d'autonomie ait été accordée aux colonies, la France a maintenu un contrôle effectif, évitant sérieusement la question de l'indépendance. Cela explique sa posture paradoxale, menaçant directement ou indirectement ceux qui réclameraient l'indépendance tout en proposant des référendums sur la question. La Guinée de Sékou Touré en a subi les conséquences après avoir voté non en septembre 1958, même si elle avait eu le choix. Ainsi, l'Union française de 1946, la loi cadre de 1956 et la communauté franco-africaine de 1958 ne représentaient pas une véritable volonté de rupture, mais plutôt différentes façons de mettre en œuvre la stratégie de lâcher pour mieux tenir, permettant ainsi à la France de s'adapter aux réalités changeantes sur les plans social, économique et politique. Au début des années 1960, lorsque l'indépendance est devenue inévitable, la France a finalement consenti, la douleur dans l'âme, à accorder l'indépendance à la plupart de ses territoires sous domination. Cependant, cette libération a été encadrée par divers accords politiques, monétaires, économiques et de défense, jetant ainsi les bases des relations néocoloniales entre la France et ses anciennes colonies. Ces mots de Michel Debré, tirés de sa lettre adressée à Léon Mba, futur président du Gabon, constituent une parfaite illustration de la stratégie de Paris du lâcher pour mieux tenir. Il est écrit, et je cite, « On donne l'indépendance à condition que l'État s'engage une fois indépendant à respecter les accords de coopération signés antérieurement. Il y a deux systèmes qui entrent en vigueur en même temps, l'indépendance
et les accords de coopération. L'un ne va pas sans l'autre. Le premier président gabonais qui avait poussé sa francophilie jusqu'au ridicule avait souhaité, à défaut de demeurer un département français, avoir le drapeau de l'Hexagone dans un angle de celui de son pays. Dès lors, il ne fut guère étonnant de l'entendre dire que le Gabon est indépendant, mais entre la France et le Gabon, rien n'est changé. Tout continue comme avant. Ces accords avec le Gabon étaient presque les mêmes signés avec la plupart des anciennes colonies françaises nouvellement indépendantes. Ce qui a fait dire à juste titre à François-Xavier Verschaff que les pays francophones au sud du Sahara ont été à leur indépendance émaillotés dans un ensemble d'accords de coopération politique, militaire et financière qui les ont placés sous tutelle. Dans l'archipel des Comores, composé d'Anjouan, de Grande Comore, de Moélie et de Mayotte, le référendum d'autodétermination du 22 décembre 1974 a enregistré une victoire écrasante en faveur de l'indépendance avec un oui massif de 94,5%. Cependant, de manière unilatérale, l'État français a décidé de prendre en compte les résultats île par île au lieu de considérer l'ensemble de l'archipel. Cette décision était en contradiction avec la position de l'ONU et allait à l'encontre de la loi française du 23 novembre 1974. Cette loi stipulait dans son 5e article que, bien que le classement des résultats se ferait île par île, la proclamation devrait être faite de manière globale. C'est ainsi que l'île de Mayotte, où le vote disant non avait remporté avec 63,22%, est demeurée sous le contrôle français à la suite d'une élection truquée organisée ultérieurement. Cela souligne le fait que la France n'accepte presque jamais de perdre complètement les avantages tirés de la plupart de ses anciennes colonies africaines. Elle peut consentir à certaines concessions, mais renonce rarement complètement à son contrôle. Cette stratégie bien établie du lâcher pour mieux tenir, pouvant être considérée comme une forme de refus persistant de décoloniser, trouve une continuité directe avec l'adoption par la France du projet de loi officialisant la fin du franc CFA le 20 mai 2020. Lorsque des manifestations dans plusieurs villes africaines ont commencé à dénoncer le franc CFA en le qualifiant de monnaie coloniale, la France, suivant sa tendance habituelle, a pris des mesures préventives en effectuant quelques ajustements cosmétiques. Le changement de l'appellation CFA par ECO, la fermeture des comptes d'opération et le retrait des représentants français du conseil d'administration de la BCEAO. Cependant, la France demeure la garante de la monnaie et la parité fixe avec l'euro est maintenue. De plus, conformément au Financial Times du 1er janvier 2020, elle continuera à désigner un représentant indépendant auprès de la Banque centrale régionale chargée de surveiller quotidiennement les réserves. Et pour couronner le tout, la France se réserve le droit de réintégrer une instance de décision, en l'occurrence le Conseil de politique monétaire. Ce comité joue un rôle central dans la prise de décision concernant la politique monétaire, notamment en ce qui concerne la création de monnaie et le niveau des crédits autorisés dans la zone monétaire. En d'autres termes, de nombreuses actions ont été enregistrées, mais en réalité, rien n'a vraiment changé. Ainsi, par un énième tour de passe-passe, la France a réussi à retrouver sa position initiale après avoir été critiquée par les opposants du franc CFA. Il est intéressant de noter que la stratégie néocoloniale du lâcher pour mieux tenir est clairement illustrée par cet extrait du nom bien choisi, l'Empire qui ne veut pas mourir. Le dispositif france-africain qui a permis au colonialisme de survivre à la décolonisation a su s'adapter aux évolutions internationales des décennies suivantes et se réformer chaque fois que les failles mettaient son existence en péril. Il en va de la France-Afrique comme de l'informatique. Le système d'exploitation pour se prémunir contre les dysfonctionnements et les potentielles agressions est régulièrement mis à jour. Au cours des récents débats à l'Assemblée nationale et au Sénat sur la politique française en Afrique, l'attention n'a jamais été portée sur un vote visant à aborder de manière sincère les fondements les plus solides de la France-Afrique, à savoir le franc CFA, les bases militaires et la francophonie. Les discussions se sont plutôt concentrées sur les propositions de réformes cosmétiques. Malgré les revers au Mali, au Burkina Faso et récemment au Niger, l'opportunité semblait idéale pour aborder en profondeur les questions sensibles et proposer de réels changements. Cependant, il est apparu plus facile de pointer du doigt des puissances concurrentes telles que la Russie et la Chine, les accusant de susciter et d'alimenter des sentiments anti-français sur le continent, genre comme si nous on ne peut pas réfléchir. Plutôt que de faire une autocritique objective
et de faire face à la réalité des demandes de changement de plus en plus exigées par les Africains. En fin de compte, la France a maintenu une cohérence avec sa longue histoire coloniale. Son refus obstiné de décoloniser ne fait que confirmer les paroles de Frantz Fanon. Mais elle, la décolonisation, ne peut être le résultat d'une opération magique, d'une secousse naturelle et d'une entente à l'amiable. Par conséquent, il revient aux populations sous domination néocoloniale de lutter et de trouver leurs propres moyens pour mettre fin à cette situation. C'est d'autant plus vrai que, comme les humains, les États ne renoncent jamais volontairement à certains privilèges qu'ils peuvent tirer des autres sans y être contraints. Cependant, cela nécessite un effort véritable, commençant par le fait d'avoir des élites patriotes et responsables, guidés par la justice et travaillant pour les intérêts de leur population. Il est important de reconnaître que la pérennité, la prospérité et les transformations réussies de la France-Afrique, malgré les défis auxquels elle est confrontée, sont souvent favorisées par la complicité d'une élite locale. Cette élite, motivée par l'appât du gain et jalouse de ses intérêts personnels, collabore étroitement avec une certaine élite française. Ils partagent souvent les mêmes loges et parfois les mêmes enfants. De plus, il est essentiel que l'impulsion pour les ruptures ou des réformes vienne des pays africains eux-mêmes, plutôt que de toujours laisser la France prendre l'initiative et de réagir ensuite sur certaines pressions nationales. Avec l'évolution vers un monde multilatéral et des relations internationales de plus en plus ouvertes, il serait également bénéfique de capitaliser sur des alliances opportunistes entre différentes puissances concurrentes pour faire progresser certains projets. De toute façon, c'est indéniable. C'est ce que l'Alliance des États du Sahel est en train de faire avec toute son énergie. On peut donc suivre leur exemple. Effectivement, cela sera un travail de longue haleine, un chemin parsemé d'embûches. Pour reprendre les mots d'Amilcar Cabral, il ne faut pas s'illusionner sur des victoires faciles. Cependant, l'émancipation pour se libérer de toute forme de domination est à portée de main. Il suffira de mener des combats solidaires et d'adopter des stratégies judicieuses. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et on se retrouve dans une prochaine vidéo.